Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM numéro 4. C'est ça, le numéro 4. Alors aujourd'hui je suis à la plage. Voilà, j'y étais hier aussi. Alors pour ce GM en fait j'ai fait un sondage sur LinkedIn. Je vous ai proposé 3 sujets et celui qui a été choisi, merci aux personnes qui ont participé, environ une quinzaine. Le sujet qui a été choisi, c'est l'identité numérique. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Alors juste pour commencer, je vais vous donner une petite définition rapidement et puis ensuite on va discuter parce que c'est un sujet très intéressant. Ça va être difficile de faire aussi court que d'habitude, on verra ce que ça va donner. Donc petite définition rapide, identité numérique, évidemment on pense tout de suite à notre carte d'identité numérisée, digitalisée. Ainsi que en fait notre état civil, certaines données. On pense aussi à la dématérialisation de la carte vitale, voilà tout ça. Pour ça, en France, on a déjà la Poste et on a donc France Connect. Il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place. Ça nous permet de gagner du temps lorsqu'on fait des démarches en ligne et qu'on a besoin de prouver notre identité. Ensuite, il y a un autre aspect que je trouve important et auquel on ne pense pas forcément. L'identité numérique, c'est aussi en quelque sorte notre personal branding. On parle d'identité de marque pour des entreprises, pour une personne, ça peut aussi s'appliquer. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard. Je vais d'abord commencer par discuter de notre fameuse identité, notre état civil numérisé, mais aussi d'autres informations. On a vu avec le Covid et le pass sanitaire qu'on tendait, là, ça nous pend au nez, vers un QR code qui donnerait notre identité pour valider qui on est dans pas mal de situations. Et je pense que ça va arriver. On va par exemple arriver en boîte de nuit pour rentrer. Au lieu de présenter sa carte d'identité physique, on aura un QR code sur notre smartphone qui permettra de valider qu'on a bien plus de 18 ans et qu'on a le droit d'entrer dans cette boîte de nuit. La question que je me pose, c'est dans cet exemple, c'est est-ce que c'est intéressant pour le videur de savoir mon lieu de naissance? Pas forcément. En fait, la seule information qu'il faut valider, c'est que j'ai bien plus de 18 ans. Et donc, je pense que on va arriver aussi vers des lecteurs qui vont pouvoir lire seulement l'information importante. En revanche, par exemple, si je vais à l'hôpital, c'est peut-être intéressant cette fois-là d'avoir plus d'informations sur moi. Par exemple, savoir mon sexe, mon historique médical, des données biologiques et génétiques. Et donc pour moi, en fait, il y a 2 couches d'informations dans notre identité numérique. Il y a 2 couches d'informations, il y a 2 types d'informations, 2 types de données à laisser voir à quelqu'un d'autre. Il y en a une qui est simplement la sélection d'une possibilité, d'une accessibilité, la sélection d'une donnée qui valide mon droit d'entrée, mon droit de consommer, mon droit de... Voilà, certaines choses comme ça, une information à valider. Et ensuite, on peut avoir beaucoup plus de données qui, elles, ne sont accessibles que lorsque une certaine situation est activée. Par exemple, lors d'un contrôle préventif sur la route, il s'agirait d'abord juste souvent ce sont juste des contrôles à vérifier que vous avez bien votre permis. Eh bien le policier ne pourrait voir que valider, il a bien son permis, c'est bon. En revanche, si vous avez été impliqué dans un accident, ça serait intéressant qu'il puisse avoir toute l'historique de votre conduite, à savoir si c'est parce que vous êtes un mauvais conducteur et que c'est peut-être la 3e fois que vous avez trop bu au volant. Donc voilà, là je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Il s'agirait de réfléchir à qui on donne accès à quelles informations sur notre identité. Donc ça c'est une première réflexion. Et maintenant je vais juste préciser quelque chose avant de vous donner un exemple Web3, parce que c'est quand même de ça qu'on veut parler. Je voulais préciser quelque chose, c'est que
La vérification de l'identité dans la rue telle qu'on la connaît aujourd'hui, le fait qu'un policier puisse venir vous voir et vous demander vos papiers, c'est assez récent en fait. Ça n'existe que depuis le début des années 80 et ça a fait l'objet de débats houleux parce qu'en fait c'est compliqué de faire le lien entre une vérification d'identité et le fait que l'ordre public, que ça ait un lien avec le fait qu'on soit en sécurité. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas en quoi le fait qu'on sache que je m'appelle Agathe Laurent va rassurer le policier sur le fait que je ne vais pas commettre de crime. Donc voilà, ça c'est une petite réflexion. Et maintenant, je vous parle d'un exemple Web3, par exemple. Moi, j'ai une adresse Ethereum. Ça s'appelle un Ethereum Name Service Domain, quelque chose comme ça, un ENS. Donc j'ai un nom de domaine qui est rattaché à une de mes adresses Ethereum, qui s'appelle agathedavray.eth. Et j'ai décidé donc je le dis publiquement, c'est mon adresse. Ce que je fais dessus est donc visible par tout le monde, puisque ce sont des opérations sur la blockchain et que tout est inscrit et visible par l'exigence de transparence de la blockchain Ethereum. Et donc on peut suivre tout ce que je fais, les NFT que j'achète, les services que j'ai utilisés par exemple sur la finance décentralisée. Voilà. Alors donc ça c'est une adresse que je donne, à laquelle j'attache en fait mon personal branding, mon appartenance à des communautés, de façon à ce que je puisse construire ma communauté autour de ça. En revanche, j'ai d'autres adresses et celles-ci ne sont pas rattachées à mon identité. Et je peux même avoir une adresse ENS aussi, simplifiée, donc juste un pseudonyme, mais ne pas vous dire que c'est moi. Et donc à ce moment-là, j'ai une part je garde une partie de ma vie privée et de mes actions privées aussi. Donc voilà, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est un sujet intéressant. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'il y avait peut-être une contradiction sur mon compte Twitter entre deux choses. Sur Twitter, j'ai donc affiché cette adresse agathedavray.eth parce que c'est là-dessus que je compte créer ma marque dans le Web3 et ce que je fais. Mais j'ai aussi écrit à côté de ce nom-là unhosted. Alors qu'est-ce que ça veut dire unhosted ? Unhosted, c'est auto-hébergé en fait, non hébergé. Et ça correspond à... En fait, c'est un peu un nom qu'on utilise pour militer pour la préservation d'une alternative qui respecte la vie privée et la liberté de faire ce qu'on veut avec son argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Parlement européen a voté, est en train de voter, je n'ai pas trop suivi à quelle étape ça en était, le fait qu'on va être obligé en Europe de dire à qui on envoie de l'argent et de donner les données personnelles, des données personnelles, pas toutes, des données personnelles sur le portefeuille l'adresse vers laquelle on envoie l'équivalent de plus de 1000 euros. C'est un problème. Pourquoi c'est un problème ? Parce que ça ne colle pas du tout avec la philosophie de la blockchain à l'origine, qui se veut sans intermédiaire, décentralisé, avec l'idée que on doit être libre de pouvoir faire ce qu'on veut avec son argent. Donc il n'y a pas vraiment de contradiction, c'est-à-dire que moi j'accepte d'avoir un profil social, une identité sociale publique sur laquelle on peut voir ce que je fais, mais je souhaite qu'on puisse préserver une alternative, qu'on maintienne cette alternative qui existe maintenant avec le Web3, de ne pas tout révéler et que je puisse faire ce que je veux avec mon argent et mes biens, mes informations, mes données. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Je vous invite à réagir si vous avez des commentaires à faire. Je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures et j'aimerais le faire. Donc écrivez un commentaire. Si ça vous a plu, likez. Et puis abonnez-vous pour être notifié tous les lundis matins, c'est GM. Voilà, bonne journée.